Le hasard, ça semble imprévisible, complètement chaotique, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est si simple? Imaginez qu'il existe un outil pour donner un sens à tout ça, pour le mesurer. Cet outil, ce sont les probabilités. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Pensez à un geste tout simple, presque instinctif. Lancer une pièce, pile ou face. On l'a tous fait des centaines de fois. Mais derrière cette simplicité, il y a une question énorme. Est-ce qu'on peut vraiment prédire ce qui va se passer? Pour commencer à y répondre, il faut d'abord, il faut apprendre à parler la langue du hasard. Alors voilà, première étape, le vocabulaire. Parce que oui, avant de se lancer dans les calculs, il faut être sûr qu'on parle bien de la même chose. Les probas, comme on dit, ont leur propre jargon. Et tout commence par un concept clé, l'expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une action dont on ne peut pas prédire le résultat avec certitude. C'est le moment précis où on lance les dés, où on tire une carte. C'est ce suspense, cette incertitude, qui est le vrai point de départ de tout. En fait, des expériences aléatoires, on en est entouré. Lancer un dé pendant un jeu de société ou revenir à notre fameuse pièce de monnaie. Ce sont des exemples parfaits qu'on croise tout le temps. Le point commun, on ne sait jamais ce qui va tomber. L'incertitude est vraiment au cœur du jeu. Ok, donc on a notre expérience. Maintenant, chaque résultat qui peut se produire, on appelle ça une issue. C'est vraiment simple. On lance un dé à 6 faces. Eh bien, les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, ça devient intéressant quand on ne s'intéresse plus à une seule issue, mais à un groupe d'issues. Ce groupe, on l'appelle un événement. Par exemple, si on lance notre dé et que ce qui nous intéresse, c'est obtenir un nombre pair, eh bien cet événement regroupe les issues 2, 4 et 6. C'est ça, l'événement. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire de base, il faut aborder une distinction qui est absolument cruciale. C'est la différence entre ce qui se passe en vrai, quand on fait une expérience, ça c'est la fréquence, et ce qui devrait se passer en théorie, et ça c'est la probabilité. Allez, un exemple concret. Disons qu'on lance une pièce 50 fois, et sur ces 50 lancés, elle tombe 30 fois sur pile. La fréquence de pile, c'est tout simplement le calcul 30 divisé par 50. Ça nous donne 0,6. Autrement dit, 60%. C'est un fait, c'est ce qu'on a observé. Mais la vraie question, c'est si quelqu'un d'autre fait exactement la même expérience, avec les mêmes 50 lancés, est-ce qu'il obtiendra pile poil la même fréquence? Intuitivement, on sent bien que probablement pas. Les résultats risquent de changer, non? Et regardez, c'est exactement ça. On a ici les résultats de 7 élèves qui ont tous fait l'expérience. Leurs fréquences sont partout. L'un est à 0,60, un autre tombe à 0,36, un troisième monte à 0,70. C'est la pagaille. Aucun résultat n'est le même. Eh bien, ce phénomène, ce yo-yo des résultats, ça porte un nom. C'est la fluctuation d'échantillonnage. En gros, sur un petit nombre d'essais, les résultats peuvent vraiment varier énormément. Le hasard a l'air complètement désordonné. D'accord, mais alors, est-ce que c'est toujours le chaos? Ou est-ce que quelque chose se passe si on arrête de regarder chaque petite expérience isolément et qu'on commence à tout regrouper, si on regarde la grande image en quelque sorte? Regardez ce qui se passe quand on combine les résultats. Au début, avec le premier élève, on est à 0,60. On ajoute le deuxième, hop, ça descend à 0,48. On en ajoute d'autres, on passe à 0,49. Et plus on ajoute de lancers, plus le chiffre semble se calmer, se stabiliser autour d'une valeur. Là, on arrive à presque 0,5. Et voilà, c'est ça, le moment eureka des probabilités. Plus on répète l'expérience, plus on a de données et moins ça fluctue. La fréquence qu'on observe dans la réalité se rapproche de plus en plus de la probabilité théorique. Pour une pièce de monnaie non truquée, cette probabilité c'est 0,5, une chance sur 2. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne va pas lancer une pièce 10 000 fois à chaque fois qu'on veut savoir quelque chose. Heureusement, il y a un moyen de calculer cette fameuse probabilité théorique. Passons à la boîte à outils. Alors, dans les cas les plus simples, ce qu'on appelle les situations d'équiprobabilité, un mot compliqué pour dire que chaque issue a exactement la même chance de se produire, comme avec un dé non pipé, la formule est super simple. On prend le nombre de résultats qui nous arrange et on le divise par le nombre total de résultats possibles. Prenons un exemple. Un jeu de 32 cartes. Le nombre total d'issues possibles? 32, une pour chaque carte. Maintenant, disons que notre événement, c'est tirer un as. Combien d'as y a-t-il dans le jeu? 4. Donc, on applique la formule 4 issues favorables sur 32 issues possibles. 4 sur 32, ça se simplifie, ça fait 1 sur 8. Voilà, la probabilité de tirer un as est de 1 sur 8. Ok, ça, c'est pour un tirage simple. Mais si l'expérience se déroule en plusieurs étapes,
Là, ça peut vite devenir le bazar. Heureusement, on a un outil génial pour y voir clair, l'arbre de probabilité. Imaginons le scénario suivant. On a une urne avec 3 boules, une jaune, une verte et une bleue. On tire une boule, on note sa couleur et, point important, on la remet dedans. Puis, on en tire une deuxième. La question est, quelle est la probabilité de tirer 2 fois la même couleur? C'est là que l'arbre devient super utile. Regardez. Pour le premier tirage, on a 3 branches qui partent du début. Jaune, vert, bleu. Simple. Comme on remet la boule, pour le deuxième tirage, eh bien à partir de chaque couleur, on a de nouveau 3 branches possibles. Au final, si on compte tous les chemins possibles de bout en bout, on en a 3 x 3, soit 9 issues au total. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les chemins qui nous intéressent. On cherchait obtenir 2 fois la même couleur. Alors on regarde. On a le chemin jaune puis jaune, le chemin vert puis vert et le chemin bleu puis bleu. Ça nous fait 3 chemins favorables, sur un total de 9 chemins possibles. La probabilité est donc de 3 sur 9, ce qui fait une chance sur 3. Allez, un dernier outil pour la route qui est hyper pratique quand on doit gérer des données un peu plus complexes avec plusieurs critères. C'est le tableau à double entrée. Prenons ce tableau sur les groupes sanguins en France. Il croise 2 types d'infos, le groupe sanguin OAB-AB et le facteur Rhésus, positif ou négatif. L'énorme avantage, c'est que tout devient clair d'un seul coup d'œil. On se demande quelle est la probabilité de choisir quelqu'un du groupe A au hasard. On va sur la colonne A, on regarde le total, 45%. On veut savoir la probabilité d'être Rhésus négatif. On suit la ligne RH, on va au bout, 15%. C'est un moyen super efficace pour visualiser et calculer des probas dans des cas plus riches. Au final, que ce soit pour décrypter un sondage, comprendre un bulletin météo ou même dans le domaine des jeux, les probabilités sont partout. C'est une sorte de grammaire pour lire le monde et son incertitude. Avec les quelques outils qu'on vient de voir, le hasard n'est plus juste une fatalité. Ça devient quelque chose qu'on peut analyser, qu'on peut quantifier. Alors la question finale est, maintenant qu'on a ces clés, quelles sont les chances de continuer à voir le monde exactement de la même manière ?